Une femme jetée à la rue avec son bébé fiévreux avait été un jour traitée de profiteuse, de veuve de guerre accrochée à un soldat. Mais le simple geste d'un militaire de passage a fait taire toute la salle d'audience et l'a écoutée. Elle n'avait ni maison, ni argent, ni famille, juste un bébé de 3 mois brûlant de fièvre dans les bras, et un monde qui lui avait tourné le dos. Pourtant, par une nuit froide, un soldat s'est discrètement arrêté, non pas par devoir, mais parce qu'il ne supportait tout simplement pas de voir un enfant abandonné dans l'indifférence du monde. Ce simple geste de gentillesse allait entraîner ces 3 vies sur un chemin imprévisible. « S'il vous plaît, aidez-moi, mon bébé a tellement froid », murmura Mira, la voix brisée, les lèvres bleuies par le froid. Accroupie près d'un vieil arrêt de bus, sous un pont, le dos appuyé contre un poteau métallique taché de rouille, elle berçait le nourrisson fiévreux, enveloppé dans un manteau usé et une écharpe usée. Le trottoir humide et verglacé scintillait sous les lampadaires, et les klaxons des voitures retentissaient dans une symphonie chaotique tandis que le vent hivernal les fouettait, faisant trembler mère et enfant. Personne ne s'arrêtait, les passants la contournaient comme si elle n'était qu'un déchet jeté au bord du trottoir. Le bébé ne pleurait plus, il avait sombré dans un sommeil chaud et sifflant et Mira savait que ce n'était pas une sieste ordinaire. À côté d'elle se trouvait un sac en tissu effiloché contenant une boîte de lait maternisé vide, un mouchoir brodé à la main estampillé du nom de son défunt mari et une photo de mariage délavée 2-3 le jour de leur mariage. Son mari, Will, était mort dans l'effondrement d'un échafaudage 6 semaines plus tôt, après des funérailles précipitées. Sa mère avait regardé Mira droit dans les yeux et avait ricané, « Il est mort parce qu'il a épousé quelqu'un comme toi, au pas de chance. Sors. » Sans un mot de compassion, Mira avait été jetée dans la nuit, serrant son bébé contre elle, sans aucun endroit où aller. Puis le crissement strident des freins perça le froid. Un véhicule militaire couleur sable s'arrêta brusquement au milieu de la circulation. À l'intérieur, le lieutenant Gab Whittaker, 41 ans, membre des forces de défense du territoire, était assis sur le siège passager, regardant par la fenêtre et la vie. Dans le froid glacial, la jeune femme serrait son enfant contre elle, se recroquevillant pour le tenir chaud avec les derniers lambeaux de tissu qu'elle possédait. « Garez-vous », dit Gab calmement. Le conducteur fronça les sourcils. « Monsieur, nous sommes sur la voie prioritaire. »« Arrête », répondit Gab en ouvrant sa portière. Ses bottes claquèrent sur le trottoir mouillé tandis qu'il se précipitait vers Mira. Surprise, elle recula et rapprocha son bébé. « Doucement », dit Gab en s'agenouillant à sa hauteur. « Je ne te ferai pas de mal, je t'ai vu depuis le camion. » « Il respire encore ?» Mira hocha légèrement la tête tandis que des larmes commençaient à couler, mi-froid, mi-honte. Gab posa une main sur le front du nourrisson. « Il est en feu, dit-il. Il ne devrait pas être ici comme ça. »« Je n'ai nulle part où aller, » balbutia Mira, épuisée. Sans hésiter, Gab retira son manteau militaire et le drapa sur ses épaules. Mira tressaillit, mais ne le repoussa pas. Le manteau épais et chaud sentait légèrement la sueur et l'antiseptique, et sous son poids protecteur, la respiration du bébé s'apaisa. « Ce petit a froid et sa mère tremble, » dit Gab d'une voix calme mais ferme. « Ce n'est pas seulement ton problème. » Il sortit son téléphone. « Thomas, envoie une voiture privée au pont Jefferson, la mère et l'enfant. Conduis-les à Carrepoint médical et je m'occupe de tout. Dépêche-toi. » Mira lui saisit la main au mot « hôpital ». « Non, je n'ai pas d'assurance. Ils vont me faire signer un formulaire de prêt. »« Personne ne t'oblige à rien, » coupa doucement Gab. « Fais-moi confiance. » Un SUV noir s'arrêta dans un crissement de pneus. Gab souleva le bébé fiévreux des bras de Mira et la fit monter à bord. Les lampadaires filèrent tandis qu'il filait vers les urgences pédiatriques Carrepoint médical 24H24 et 7J7. Le cœur de Mira battait fort, elle serrait le PAN du manteau de Gab, les larmes aux yeux. À l'accueil, Gab annonça, « Urgence, bébé de 3 mois, forte fièvre, pas d'assurance, je prends en charge tous les frais. » L'infirmière hocha la tête et leur indiqua la direction des urgences. Mira la suivit, les jambes tremblantes, jusqu'à ce qu'un médecin prenne la température de Noah et le branche à un appareil à oxygène. « Il est déshydraté, » dit le médecin, température à 40 degrés Celsius. « Il faut commencer les perfusions immédiatement. » La main de Mira glissa dans celle de son fils, sentant la fragilité terrifiante de son petit corps. Gab resta silencieux à côté d'elle, les veines gonflées, les poings serrés. « Tu n'es pas obligé de rester, » murmura Mira. « Je ne veux pas répéter les erreurs de mon passé, » répondit-il doucement. 2 heures plus tard, la fièvre de Noah commença à baisser.
Le médecin sourit, le danger est passé. Mira faillit s'effondrer, la tête retombant sur la chaise en métal froid, les larmes coulant silencieusement. Gab s'assit à côté d'elle, posant une main chaude sur la sienne. Mira ne se dégagea pas. « Qui es-tu » demanda-t-elle enfin. Gab Whittaker, lieutenant, département de la Défense, veuf, sans enfant. Toi, demanda-t-il. Mira Dawson, 22 ans, veuve, un enfant. Ils rirent, d'un rire sec et silencieux. C'était la première fois depuis la mort de Will que Mira souriait. À l'aube, l'hôpital était silencieux. Mira était assise sur le lit à côté de son fils, les cheveux lâchés, les yeux rouges, mais plus perdus. Gab apporta un bol fumant de bouillie de poulet et le déposa délicatement sur la table de chevet. Chaud, avec plein d'oignons verts, dit-il. Le docteur dit que tu dois manger si tu veux que ton lait revienne. Mira prit le bol sans un mot, mais dès que la première cuillerée toucha ses lèvres, les larmes lui montèrent aux yeux et débordèrent. Ça va, demanda doucement Gab, l'inquiétude perceptible dans sa voix. C'est la première fois depuis des semaines que je mange quelque chose de chaud, murmura Mira, luttant pour avaler sa salive. Et je n'aurais jamais imaginé que ça vienne d'un inconnu. Il l'observa un long moment, puis murmura, je ne suis pas quelqu'un de bien, mais je déteste voir une femme tenir son enfant dehors dans le froid où personne ne s'arrête pour s'en soucier. La chambre d'hôpital sentait encore légèrement l'antiseptique, mais Mira s'y sentit soudain comme chez elle. La douce lumière jaune éclairait ses cheveux, illuminant son visage fatigué, trempé de sueur et pourtant plus léger, comme si un poids s'était allégé. Elle se tourna pour regarder son fils dormir paisiblement et, pour la première fois depuis une éternité, elle ne se sentit plus un fardeau pour le monde. Mira leva les yeux vers Gab. Il était assis, les mains jointes, les yeux fixés sur elle et Noah. « Merci » murmura-t-elle. « Ce n'est que le début » répondit-il. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, la pâle lumière du matin filtrait doucement à travers les rideaux blancs. Tout son corps la faisait souffrir et elle ne se souvenait plus quand elle s'était endormie. Le lit sous elle était étrangement moelleux. Pas de klaxon, pas de haut-parleur hurlant, pas de sifflement du vent à travers les fenêtres fissurées, seulement le tic-tac régulier d'une horloge et la douce respiration de son petit garçon dans un petit berceau blanc immaculé. La chambre lui était inconnue, blanche et rangée, avec un léger parfum apaisant de lavande, ou peut-être de menthe. Mira se redressa brusquement, le regard perdu dans ses pensées. Elle portait une chemise de nuit en coton propre, sa vieille robe et la veste militaire de Gab étaient soigneusement accrochées à un crochet en bois. La porte grinça et Gab entra, portant un plateau en bois avec du porridge, un verre d'eau et une serviette chaude. « J'ai frappé, mais tu n'as pas répondu, dit-il. Je me suis dit que tu avais besoin de repos. »« Où est-ce » demanda Mira en serrant le bord de la couverture comme un bouclier. « Chez moi, au 3e étage, juste au-dessus de mon bureau. Vous avez besoin de repos, et votre bébé a besoin d'un sommeil paisible. » Il posa le plateau sur la table. « Vous êtes ici avec une autorisation officielle, personne ne mettra votre nom sur une facture d'hôpital. » Mira baissa les yeux, le cœur noué par la confusion. Cette gentillesse lui parut excessive, elle se sentit plus petite. « Je partirai dès la nuit tombée, dit-elle. Je sais que je ne devrais pas être là. Je n'ai pas l'habitude de ce genre d'aide, et je n'ai rien à offrir en retour. » Gab tira une chaise et s'assit en face d'elle, d'un ton ferme. « Tu ne me dois rien. Tu nous as aidés, mon fils et moi, quand on était presque mort de froid, tu nous as donné à manger et un abri, ce n'est pas ce que font les étrangers. » Il la regarda droit dans les yeux. « Ma femme est morte dans un appartement miteux à 3 rues de l'hôpital. Elle a appelé une ambulance 2 fois à 3 heures du matin, et personne n'est venu, elle a cessé de respirer quand elle a perdu les os. Si quelqu'un avait frappé, si un seul inconnu avait demandé, ça va, mon enfant aurait peut-être survécu. Je refuse de laisser quelqu'un d'autre vivre le cauchemar que j'ai vécu. » Le silence emplit la pièce. Mira sentit les murs qu'elle avait érigés depuis la mort de son mari ou des murs contre la pitié et le jugement ont commencé à se fissurer. « Je peux travailler, dit-elle, essayant de reprendre ses esprits. Je ne peux pas accepter un logement gratuit. » Gab sourit doucement. « Alors j'ai une proposition. En bas, au rez-de-chaussée, il y a une cuisine que nous utilisons pour une association. Nous préparons des repas hebdomadaires pour les mères célibataires et leurs enfants dans les logements de l'East Side. Si vous êtes d'accord, je vous paierai à l'heure. » Mira se figea. « C'est toi qui diriges l'organisation ? » Je ne rends pas public mon rôle, mais oui, j'ai cofondé cette association après le décès de ma femme.
J'ai utilisé une partie de mon épargne retraite pour ouvrir un centre d'aide aux femmes et aux enfants. Ce n'était pas une œuvre caritative pour apaiser ma culpabilité, je devais faire quelque chose de significatif. Après un moment, il a demandé, « Est-ce que vous cuisinez ?» Je cuisinais pour mon mari tous les soirs, où il adorait mon porridge à la citrouille. Je pensais juste que personne d'autre n'en mangerait un jour. Le sourire de Gab s'éclaira pour la première fois. Je serai le premier à essayer. Ce soir-là, Mira se tenait dans la spacieuse cuisine, un tablier neuf autour de la taille, les mains tremblantes tandis qu'elle coupait des oignons, les nerfs à vif comme des cordes de piano. Elle n'avait jamais cuisiné pour personne d'autre que son mari ou elle-même. Mais après 3 heures de préparation, le premier pot de porridge était prêt. Gab était assis à une table en bois près de la fenêtre, un bol fumant devant lui. Il en prit une cuillerée, puis hocha la tête. Juste ce qu'il faut de sel, le goût est comme à la maison. Tu devrais apprendre aux filles du groupe à faire ça. C'est simple, mais nourrissant. Pour la première fois depuis des semaines, Mira sourit pour de bon. Elle ignorait de quoi demain serait fait, mais dans cette cuisine chaleureuse baignée de lumière jaune, au son rythmé des hachoirs et de son fils endormi paisiblement dans la pièce voisine, elle n'avait plus l'impression de fuir quoi que ce soit. Alors que Gab quittait la cuisine et refermait doucement la porte derrière lui, il dit doucement, « Je ne m'attends pas à ce que tu me fasses confiance tout de suite, mais tu peux rester aussi longtemps que tu le souhaites. » Cette maison offre de nombreuses pièces et un espace calme pour ceux qui ont été expulsés comme si c'était un crime. Mardi après-midi, le ciel était couvert, avec de fortes rafales de vent soufflant de l'ouest de la ville, passant devant le centre de santé communautaire. Mira venait de récupérer Noah après son injection d'antibiotiques de routine lorsqu'elle s'arrêta net. Une Lexus noire était garée juste en face. La vitre teintée s'abaissait lentement, révélant un visage inexpressif et fortement maquillé. C'était Carla Dawson, sa belle-sœur. Le regard de Carla parcourut Mira, puis l'enfant endormi dans ses bras, avant de se poser à nouveau sur elle avec un sourire moqueur. « Mon Dieu, regarde-toi, tu respires encore, hein ?» La voix de Carla était aiguë et méprisante. Mira ne dit rien, resserrant ses bras autour de son fils tandis qu'elle se dépêchait. Mais Carla n'avait pas fini. Elle ouvrit brusquement la portière, ses talons au claquant sur le trottoir comme le marteau d'un juge. « De qui payez-vous ces examens? Vous continuez à vous vanter de Dawson pour des soins gratuits. » Les piétons à proximité ralentirent, la regardant avec curiosité. Les joues de Mira s'enflammèrent, son cœur battait à tout rompre. Elle gardait le regard fixé devant elle, forçant chaque pas comme si les paroles de Carla n'étaient qu'un bruit de fond. Mais la voix de Carla s'éleva, implacable et accusatrice. « Je ne lâcherai pas ça. Tu crois pouvoir sucer ma famille et disparaître comme un fantôme? » 2 jours plus tard, Mira terminait son service au centre de soutien communautaire lorsqu'elle aperçut une petite foule rassemblée près de l'entrée. Un vent froid soufflait dans le couloir, mais les visages impassibles de ses visiteurs semblaient encore plus froids. Au centre se tenait Lorraine Dawson, son ancienne belle-mère, toujours aussi inflexible. À côté d'elle, Carla regardait la scène avec une expression de victoire, les bras croisés. Entre eux se tenait un homme à la tenue soignée que Mira ne reconnut pas, visiblement un avocat. Avant que Mira puisse parler, Lorraine s'avança et se planta sur son chemin. « Nous sommes ici pour récupérer ce qui nous appartient, » déclara-t-elle d'un ton sec. Mira déglutit, la gorge serrée. « Quelle propriété ?» parvint-elle à dire d'une voix tremblante mais assurée. Le regard de Lorraine se durcit. « Le nom de Will est toujours enregistré. Vivre là est illégal. Et ces bêtises que tu racontes à propos de son accident, tu crois que l'entreprise de construction ne va pas porter plainte ?» Carla se pencha, la voix basse mais suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. « Coucher avec un soldat, vraiment classe, Mira. J'imagine que tu sais saisir toutes les bouées de sauvetage, hein ?» Les jambes de Mira faiblissaient. Derrière la paroi vitrée, Noah dormait paisiblement, inconscient de la tempête. Le personnel du centre échangeait des commentaires à voix basse, quelqu'un décrocha même un téléphone, prêt à enregistrer. Mira serra les poings, la mâchoire serrée, et se détourna. Elle se glissa à l'intérieur, laissant leurs paroles venimeuses traîner derrière elle comme des aiguilles invisibles. Ce soir-là, le coucher du soleil avait enveloppé la maison de Gab d'une douce brume dorée lorsque Mira revint. Une épaisse enveloppe jaune était posée sur la table d'entrée en bois. Elle n'eut pas besoin de l'ouvrir pour savoir qui l'avait envoyée. D'une main tremblante, elle la déchira pour révéler une mise en demeure officielle et froide, une sommation de quitter son ancien domicile et un avertissement de poursuite judiciaire pour violation de domicile.
Les mots tapés semblaient aussi mécaniques et impitoyables que le ricanement de Carla. En haut, le nom du cabinet d'avocats de la famille Dawson la foudroya du regard, le même cabinet qui les avait autrefois aidés, Will et elle, à signer leur acte de mariage. Quand Gab rentra, Mira resta assise, immobile, sur le canapé, la lettre serrée dans sa main. Il la lut lentement, la plia et la reposa sans un mot. Pendant quelques secondes, ils se fixèrent en silence. « Ils sont venus sur votre lieu de travail ?» demanda-t-il finalement, l'inquiétude gravée dans sa voix. Mira hocha la tête, puis raconta la confrontation à la clinique, la menace publique de Lorraine et l'avertissement glacial de l'avocat. « Je n'ai plus d'issue, murmura-t-elle. Je n'ai jamais voulu t'entraîner là-dedans. » Gab retira son manteau, le suspendit au porte-manteau et s'assit à côté d'elle. « Tu n'as pas à tout tenir, Mira, dit-il doucement. Tu n'as pas tort. Et s'ils veulent faire la lumière sur cette affaire, qu'ils le fassent. Je serai à tes côtés. » Les larmes piquèrent les yeux de Mira. « Je n'ai rien, Gab, pas d'avocat, pas d'argent, pas de famille. Juste un enfant et un passé qu'ils traitent comme des ordures. Mais tu as ta dignité, et tu m'as, » répondit Gab en lui serrant doucement la main. Plus tard dans la nuit, tandis que Noah dormait dans son berceau, Mira observait sa petite poitrine se soulever et s'abaisser à un rythme apaisant. Dehors, le vent sifflait dans les branches sèches, une berceuse envoûtante. La peur la tenaillait, chaque minute passée semblait coûter davantage à Gab. Finalement, à 2 heures du matin, elle commença à ranger discrètement les quelques affaires de Noah, une boîte de lait maternisé presque vide, une bouillotte, une poignée de serviettes, un paquet de couches déchirées, les pliant soigneusement dans son sac en toile délavée. Mais avant l'aube, Gab la trouva dans le couloir, serrant sa lettre non écrite. Son regard n'exprimait pas de colère, il était empli de douleur et de détermination. « Si tu pars, dit-il d'une voix chargée d'émotion, je ne te pardonnerai pas. Non pas parce que tu me quitterais, mais parce que tu ne me fais pas assez confiance pour me battre avec toi. » Le cœur de Mira se serra. « J'ai peur que si je reste, tout ce qu'il y a de bon dans ta vie s'effondre à cause de moi. » La voix de Gab était douce mais ferme. « Parfois, ce sont les choses brisées qui valent le plus la peine d'être conservées. C'est à elles que nous nous battons. » Le lendemain matin, les réseaux sociaux se sont enflammés. Des titres sensationnels criaient « Une veuve s'enrichit de pitié, d'amour et d'argent, une cruelle déformation de l'acte de bonté discret de Gab. » Une photo de lui drapant Noah de son manteau dans le bus de nuit s'est répandue comme une traînée de poudre. Les commentaires ont afflué, transformant la pitié en spectacle de pacotille. Un donateur important a retiré son financement à l'association caritative de Gab. Les journalistes ont bombardé son téléphone de demandes d'interview. Mira regarda, incrédule, le monde se retourner contre eux. Elle s'attarda sur le seuil de la cuisine, son sac en bandoulière. « Si je pars, peut-être que tout se calmera, » proposa-t-elle doucement. « Alors vous pourrez reprendre votre belle vie. » Gab ne répondit pas immédiatement. Il posa une main forte et tremblante sur le comptoir. « Si je te laisse partir, dit-il, alors je n'aurai plus le droit de dire que c'est une belle vie. » Toute la journée, la maison résonna de tension. Ce soir-là, Mira retourna au berceau de Noah, cherchant du réconfort dans son visage paisible. Mais elle savait qu'il n'y avait plus de foyer derrière elle, ses parents étaient partis depuis longtemps, la maison de son enfance saisie et vide de souvenirs. Le domaine de Dawson n'offrait que mépris. Ses amis s'étaient éloignés, chacun absorbé par sa propre vie. Seule, elle réalisa qu'elle n'avait personne d'autre qu'elle-même. Noah dormait profondément sous la pâle lumière de la lune, ses joues roses encore rouges de son repas du soir. Une petite main serrait la fine couverture, et Mira l'embrassa sur le front, se préparant au combat qui l'attendait. Mira se pencha et l'embrassa sur le front, retenant son souffle. Elle jeta le sac sur son épaule, prit Noah dans un bras et, de l'autre, enveloppa son petit corps d'un vieux manteau effiloché. Doucement, elle ouvrit la porte et sortit dans la nuit froide au pas d'adieu, pas de mots laissés derrière elle, juste le vent et la détermination inébranlable d'une mère à ne pas laisser son enfant grandir dans la honte. Elle avait laissé un petit mot sur la table de la cuisine où Gab prenait habituellement son café du matin. Son écriture tremblait. « Merci d'avoir cru en moi, mais je ne peux pas te laisser en payer le prix. Vis comme tu l'as toujours fait. Tu mérites la paix plus qu'une femme comme moi. » Après avoir serré Noah dans ses bras une dernière fois, elle s'enfonça dans l'obscurité. Le ciel était encore noir et le trottoir luisait de brume. Ses pas étaient si doux sur le trottoir qu'elle avait l'impression de craindre de réveiller la conscience qu'elle avait tant essayé de faire taire.
Mira traversa 2 pâtés de maison jusqu'à la station de métro fermée. Sous un vieux surplomb, elle se blottit dans un coin sombre et enveloppa Noah dans une couverture. Pour la première fois depuis des jours, elle se sentit vraiment seule, plus personne à sauver, plus personne à qui faire confiance, seule la nuit et le froid l'entouraient. Un bruit derrière elle la fit sursauter. Un homme grand, vêtu d'un manteau à capuche, s'approchait. Mira recula d'un pas, serrant Noah plus fort. Doucement, dit-il à voix basse. Je ne veux pas faire de mal. Je cherche juste un endroit où dormir, moi aussi. Il s'assit à quelques mètres et baissa sa capuche. Son visage était décharné, ses yeux lasses, mais pas menaçants. Je m'appelle Rick, proposa-t-il. J'ai perdu mon travail le mois dernier, je dors sous le pont. Tu as un petit, il fait vraiment froid ici. Mira ne répondit pas, mais ses yeux restèrent fixés sur lui. Rick fouilla dans son sac à dos et en sortit une vieille boîte de biscuits qu'il lui tendit. J'avais une petite fille. Elle est morte d'une pneumonie, je n'avais pas les moyens de l'hôpital. En voyant ton garçon, je ne veux pas que quelqu'un d'autre perde un enfant à cause de la pauvreté. Mira hésita, jetant un coup d'œil à la boîte à biscuits, puis à Rick. Non pas qu'elle lui fasse entièrement confiance, mais parce qu'il y avait quelque chose dans ses yeux, le même regard que Gab avait autrefois qui la fit hocher la tête. Ils restèrent assis en silence. Rick ne lui demanda rien de sa vie, et Mira ne lui en parla pas. Parfois, le silence entre inconnus est la plus douce des douceurs. Le lendemain matin, Mira récupéra Noah, prête à partir. Alors qu'elle se levait, Rick la saisit soudain par le bras. « Attends, quelqu'un te cherche. » Un SUV noir arriva au bout de l'allée. Le visage de Mira pâlit. Ce n'était pas la voiture de Gab, mais l'élégante Lexus noire de Carla. Un homme étrange, portant des lunettes de soleil noires, scruta les alentours comme s'il cherchait quelque chose. Rick poussa Mira derrière un panneau de bois pourri. « Il te recherche depuis hier soir, » murmura-t-il. « On dit qu'il y a une récompense. J'ai entendu dire que quiconque la dénonce reçoit le double. » Le cœur de Mira battait fort. Elle serra Noah contre elle et se recroquevilla dans l'ombre. Chaque claquement des talons hauts de Carla sur le trottoir résonnait comme un avertissement. « Sors, Mira » résonna la voix de Carla. « Je sais que tu es dans les parages, ne m'oblige pas à faire une scène. Tu crois vraiment que ce jeune soldat peut te protéger ?» Rick fit signe de se taire. Quelques minutes plus tard, la voiture fit demi-tour et démarra. Mira s'effondra au sol, une sueur froide lui parcourant l'échine. « Tu ne peux plus rester ici, » dit Rick, les yeux toujours fixés sur le SUV qui disparaissait. « Quelqu'un comme toi a besoin de quelqu'un qui sache se battre. » Un klaxon retentit au loin. Mira leva les yeux, le SUV familier de Gab fonçait droit sur eux. Rick se tourna vers elle avec un sourire discret. « Vas-y. Ne rate pas la seule personne qui a eu le courage de s'arrêter pour toi. » Mira courut en avant, son manteau glissant de son épaule. Gab freina brusquement et sauta hors de la voiture, le visage crispé. « Tu pensais vraiment que fuir était la solution ?» demanda-t-il, sans colère, juste le cœur brisé. Elle ne pouvait plus parler. Elle pleurait, mais cette fois, ce n'était pas de faiblesse, c'était parce que, pour la première fois, elle réalisait qu'elle n'était plus seule. Alors que le SUV de Gab quittait les bas-fonds, Mira, assise sur le siège passager, serrant Noah contre elle, n'osait pas lever la tête pour le regarder non pas par peur, mais parce qu'elle savait que si leurs regards se croisaient, elle ne pourrait retenir ses larmes. Gab resta silencieux pendant tout le trajet. Ses yeux restèrent fixés sur la route, comme si les fissures du trottoir pouvaient expliquer ce qu'elle avait fait. Ce n'est que lorsqu'ils s'engagèrent dans une étroite rue de banlieue qu'il parla enfin non pas pour gronder, mais pour demander gentiment. « Avez-vous faim ?» Mira hocha la tête et, dans le même mouvement, répondit à la question qu'il n'avait pas posée à voix haute, « Est-ce que tu me fais toujours confiance ?» La cabane était nichée derrière une rangée d'érables nus, un endroit sans journalistes, sans voisins curieux, sans personne qui regardait par les fenêtres, juste des sons calmes et réels, le coup lointain d'un pic, le vent qui se glissait à travers les interstices des vieux murs en bois et le souffle sifflant de Noé endormi d'épuisement. « J'ai acheté cet endroit après le décès de ma femme, » dit Gab, presque comme s'il se l'expliquait à lui-même. Ce n'est pas grand, pas moderne, mais assez calme pour que quelqu'un puisse y refaire sa vie. Mira allongea Noah sur le petit lit et tira une couverture sur lui. Sa fièvre était tombée, mais il dormait encore profondément. Elle le regarda un long moment, puis se tourna vers Gab. « Je ne sais pas quoi dire. »
Gab s'assit sur une chaise, détacha sa montre militaire et la posa sur la table. « Alors ne dis rien, répondit-il. Laisse-moi te raconter une histoire. » Mira se figea. Ce soldat avait toujours semblé si ferme, si posé, mais pour la première fois, sa voix tremblait légèrement. En 2011, ma femme Harper était enceinte de notre premier enfant. Une nuit, elle a eu de violentes douleurs à l'estomac. J'étais alors en poste dans un autre État. Les voisins ont entendu quelque chose, mais personne n'a appelé les secours, tout le monde pensait que ce n'était pas leur affaire. Quand je suis arrivé, Harper gisait morte sur le sol de la salle de bain. Elle s'était vidée de son sang et avait suffoqué à cause d'une hypoglycémie. Gab resta silencieux un instant, puis ajouta doucement. Elle n'est pas morte de cette maladie. Elle est morte d'indifférence. Mira serra les poings. L'histoire lui transperça le cœur comme une lame acérée. Toutes les émotions qu'elle avait enfouies depuis la mort de Will ou le jour où elle avait été chassée de chez elle, le jour où la foule dehors l'avait traitée de croqueuse de diamants remontèrent à la surface comme une vague s'écrasant sur le rivage. « Je suis désolé, dit-elle doucement. Gab secoua la tête. « Ne t'excuse pas. Tu n'es pas celui qui est resté sans rien faire. » Ils étaient assis l'un en face de l'autre dans la petite cuisine. La lumière jaune projetait de longues ombres sur le carrelage usé. Aucun des deux ne dit un mot, mais ils n'en avaient pas besoin, car l'essentiel, ils le comprenaient déjà. Le lendemain matin, Mira fut réveillée par le bruit d'une voiture qui s'arrêtait devant le portail. Elle se précipita dehors et vit Gab soulever une grosse liasse de journaux sur la banquette arrière. À la une, un gros titre criait « Un garde national lié à une veuve sans-abri dans une relation douteuse » ou une photo de tenant Noah prise au moment exact. Gab enroula son manteau militaire autour du garçon, qui avait été coupé et tordu en une histoire d'intimité ambiguë. « Je suis désolé, dit Gab. Je savais que ça arriverait, mais je ne pensais pas que ça irait aussi vite. » Mira prit le papier et parcourut chaque mot. La honte et la fureur la submergeaient, mais elle ne pleura pas. Elle croisa le regard de Gab. « Il parle de toi et moi. Je n'ai plus rien à perdre. »« Ne dis pas ça, répondit-il. Quelqu'un d'autre a cru la même chose autrefois, et parce qu'elle pensait ne pas mériter d'être protégée, elle est morte. » Mira s'assit et serra Noah dans ses bras. Le vent matinal filtrait à travers les vitres froids et acre mais à l'intérieur de la petite maison en bois, ils se sentaient tous les trois étrangement au chaud. Cet après-midi-là, Gab appela un vieil ami, un ancien avocat militaire, pour le consulter sur la protection juridique de Mira. Parallèlement, il puisa dans ses économies personnelles pour engager une agence de relations publiques de crise afin de gérer les retombées publiques. Il ne dit rien à Mira, il lui tendit simplement une tasse de thé chaud et dit « Occupe-toi de Noah. Je m'occupe du reste. » Dehors, le monde déformait leur histoire. Mais à l'intérieur, entre trois personnes s'appuyant l'une sur l'autre, quelque chose commençait à prendre forme, non pas une romance passagère, mais une confiance suffisamment forte pour résister à tout jugement. 2 jours après la publication de l'article, le téléphone de la cabine sonnait sans interruption. Chaque fois que Mira répondait, elle n'entendait qu'un léger souffle ou un sarcasme mordant « Tu comptes épouser ton sauveur ? C'est lui qui a accouché pour toi aussi ?» Entre-temps, Gab a reçu un courriel du commandement de la réserve de la garde nationale, une convocation urgente pour un examen de conduite personnelle portant atteinte à la réputation du service. Aucune accusation formelle n'avait été portée, mais l'opinion publique touchait clairement les responsables. Ce soir-là, Gab était assis sur le porche, une couverture usée sur les épaules, le regard vide. Mira sortit, tenant Noah dans ses bras, et resta silencieuse à ses côtés. Finalement, elle dit « Je ne peux pas les laisser te piétiner comme ça. » Gab secoua la tête. « Mira, ce n'est pas ta faute. Si je perds mon travail, je serai toujours toi et moi. » « Non, » l'interrompit-elle. « J'ai déjà baissé la tête, mais cette fois, je ne le ferai pas. » Le lendemain matin, Mira se rendit directement à la salle de rédaction qui avait publié l'article. Elle se tenait devant les portes vitrées tandis que les rédacteurs sirotaient un café et grignotaient des viennoiseries. Un membre du personnel en sortit. « Puis-je vous aider ? » « Je veux parler à la personne qui a écrit ça, » dit-elle en brandissant le journal et en pointant le titre insultant. Un garde national tombe dans les bras d'une fille sans abri. Et si vous n'avez pas de rendez-vous, Gab Whittaker nous a sauvés, mon fils et moi, de la mort par le froid. Il n'a rien fait de mal, il était le seul à croire encore à la décence humaine, tandis que vous autres, assis ici à prendre votre petit déjeuner et à juger. Sa voix n'était pas forte, mais elle résonnait dans le hall.
Une jeune journaliste sortit, enregistreur à la main. Vous êtes Mira Whittaker, n'est-ce pas? Accepteriez-vous de raconter votre histoire depuis le début? Pour la première fois, Mira parlait non pas pour se défendre, mais parce qu'elle avait besoin d'être entendue. Elle leur raconta l'histoire de Will, sa belle-mère, la nuit où elle avait été mise à la porte, son enfant fiévreux et le soldat qui avait arrêté son véhicule en pleine mission juste pour couvrir son bébé de son manteau sans larmes, sans drame, juste la vérité. 2 jours plus tard, l'interview était publiée sous le titre « Une mère abandonnée et un soldat Wyatt arrêté au milieu de la route cette fois », l'histoire a pris une autre tournure. Sur les réseaux sociaux, elle a été partagée avec le hashtag #, la gentillesse n'est pas un crime. De nombreuses mères célibataires ont commenté des moments où elles avaient appelé à l'aide et avaient été ignorées. Une femme a écrit « Si j'avais rencontré quelqu'un comme Gab Whittaker, mon enfant serait peut-être encore en vie ». Gab lut l'article depuis la salle d'audience disciplinaire. Le commandant le regarda, plus calme qu'auparavant. Vous rendez-vous compte que cela pourrait changer complètement l'orientation de l'enquête? Gab ne dit rien, mais Mira se tenait devant la pièce, tenant Noah et un exemplaire imprimé de l'article. Son regard n'était plus celui de quelqu'un attendant d'être secouru. Ce soir-là, de retour au chalet, Mira était assise près de la cheminée, tenant Noah dans ses bras. La lumière du feu projetait une douce lueur sur son visage épuisé. Elle contemplait Gab. « Je n'aurais jamais cru défendre qui que ce soit, dit-elle doucement. Toute ma vie, j'ai juste essayé de survivre, de rester à l'abri du danger. Mais toi, tu es la première personne à m'avoir donné le sentiment que j'avais le droit de vivre, pas seulement d'exister. » Gab sourit doucement. « Je ne te l'ai pas donné, tu l'as revendiqué toi-même, petit à petit. » Noah s'agita dans les bras de Mira et laissa échapper un léger gémissement. Gab tendit la main et prit l'enfant, le berçant doucement. Le bébé s'installa, les yeux clos, les lèvres serrées comme s'il rêvait. « As-tu décidé d'un nom officiel pour lui ?» demanda Gab. Mira resta silencieuse un instant, puis hocha la tête. « Jonas, dit-elle. Dans la Bible, il a été jeté par-dessus bord et avalé par un gros poisson. Tout le monde le croyait mort, mais il a finalement été relâché sur la terre ferme. C'est ainsi que je vois mon enfant, abandonné de tout, apparemment sans espoir, mais il a survécu. » Ses yeux brillèrent, mais ne vacillèrent pas, Noé aussi a été englouti par les ténèbres, mais il est toujours là. Cela me suffit pour croire qu'il mérite un nom. Gab hocha la tête. Jonah, un nom qui porte en lui toute une histoire de survie. C'est un choix judicieux. Plus tard dans la soirée, alors que Mira changeait la couche de Noah, une enveloppe glissa sous la porte. Gab la ramassa et fronça les sourcils, une assignation à comparaître de Claudette Whitmore-Meyer, son ancienne belle-mère, l'accusant de diffamation, d'atteinte à la réputation de la famille et de désinformation préjudiciable causant une profonde détresse émotionnelle. Il le tendit à Mira. Ses mains tremblaient, mais son visage restait calme. « Ils essaient de me faire taire », a-t-elle déclaré. Gab l'observa. « Alors, qu'est-ce que tu vas faire ?» Mira serra doucement le poing. « Reprends tout ce qu'ils m'ont volé. » 2 jours plus tard, Mira, accompagnée d'une avocate d'une association de défense des droits des femmes, s'est présentée à la médiation préliminaire. Elle a dit, d'une voix tranchant la tension, « Vos accusations ont coûté son emploi à ma fille, la sœur de votre mari. Notre famille n'arrive pas à trouver la paix. » L'avocat de Mira resta calme. Il présenta 3 photos, l'une de Mira recroquevillée à un arrêt de bus, une autre de Noah dans les bras de sa mère, serrant contre lui un rapport médical diagnostiquant une forte fièvre, et une capture d'écran de l'article diffamatoire initial sur Gab, dont l'adresse IP remontait à un ordinateur appartenant à l'entreprise du beau-frère de Mira. Un silence total s'installa dans la pièce. L'avocat parla lentement, délibérément, « Si Madame Whitmore poursuit cette action civile, nous déposerons une contraction pour diffusion intentionnelle de fausses informations aux médias, atteinte à la vie privée et diffamation. » Le visage de Claudette pâlit. Mira n'éleva pas la voix. Elle se leva, regarda droit dans les yeux la femme qu'il avait un jour jetée à la rue avec un enfant fiévreux et dit, « Je ne demande plus à ta famille de se soucier de moi. Je veux juste qu'elle arrête de piétiner les autres pour préserver l'honneur des Whitmore. » En partant, l'avocat inclina la tête vers Mira. « Tu as bien fait. » Mira ne sourit pas, mais ce jour-là, ses pas portaient le poids de quelqu'un qui ne s'inclinait plus devant personne. Ce soir-là, une fois Noah endormi, Gab s'assit sur le porche comme d'habitude. Mira le rejoignit, s'installant à côté de lui sur le banc grinçant. Elle parla de son père,
un ouvrier d'usine écrasé par la société après avoir dénoncé des abus. Je pensais que la justice était un luxe, dit-elle, mais si personne ne se lève, des gens comme Gab Whittaker continueront d'être réduits au silence. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, doucement, c'est pour ça que je suis resté. Mira pencha la tête. Où rester? Avec ceux avec qui personne ne reste. À ton avis, quelles sont nos chances de gagner? Demanda-t-elle d'une voix ferme. Gab désigna la table en bois entre eux. Un épais dossier était ouvert, rempli de mets imprimés, de données extraites d'articles diffamatoires et de relevés financiers transmis par le cabinet Whitmore. Il finit par dire, on n'a pas besoin de pourcentage. On a besoin de la vérité et de quelqu'un qui ait le courage de la révéler. Pendant 3 nuits blanches, Mira s'occupa de Noah le jour et, une fois endormi, fouilla le disque dur que Gab avait obtenu d'un ancien informaticien de l'entreprise de sa belle-sœur. Caché parmi les fichiers se trouvait un message interne glaçant. Ne laissez pas cette fille relever la tête. Pas de papier de divorce, pas de testament. Demandez aux médias de la salir. Mentionnez le nom du soldat, laissez l'armée s'en occuper. Mira se figea. La voix était celle de Lucille, la sœur de son défunt mari, celle-là même qu'il avait prise dans ses bras à la mort de son mari. Gab a imprimé la transcription pour le tribunal, mais il leur manquait encore des preuves concernant l'ancien domicile de Mira. Cette action en justice centrale réclamait la saisie de ses biens et la garde de son enfant. En déverrouillant son téléphone, Mira a trouvé une vieille photo de la maison prise 2 jours après le décès de Will. Je remplissais une demande de transfert car ma belle-mère avait promis d'en réserver une partie pour Noah, se souvient-elle. Quelque chose dans l'image attira l'attention de Gab, en haut à droite, un miroir reflétait un inconnu tenant un téléphone. Ce n'était pas Will, il était déjà parti. Ni Gab, ni personne qu'il connaissait. Nous devons trouver ce type, a déclaré Gab. Pendant les 2 jours suivants, ils ont sillonné le vieux quartier. Un agent de sécurité âgé s'est enfin souvenu, oh, ce caméraman Barry. Il travaillait pour les funérailles ce jour-là, il filmait pour une vidéo commémorative. Mira et Gab se sont rendus directement au studio, ont payé de leur poche et ont demandé les images originales. La bande complète durait 37 minutes. À 12h23, on pouvait y voir Lucille debout aux côtés de sa mère, disant clairement. Laissez-la partir. J'appellerai l'avocat et je referai les papiers. La maison sera à mon nom. Personne ne pourra nous poursuivre si elle n'a aucune preuve que nous ayons écrit quoi que ce soit. Gab bondit sur ses pieds, Mira était essoufflée. À l'audience préliminaire, leur avocat fit écouter l'enregistrement. Le visage de Claudette se vida de ses couleurs. Les joues de Lucille s'empourprèrent tandis qu'elle tentait de protester, mais le juge frappa de son marteau et exigea le silence. La salle d'audience ressemblait à un tombeau. Des murmures parcoururent la galerie. Le juge ordonna une suspension d'audience de 15 minutes. Dans la salle de pause, l'avocat adverse surprit tout le monde avec une proposition, nous abandonnerons l'affaire si mademoiselle Mira accepte de ne pas divulguer ces éléments à la presse. Gab jeta un coup d'œil à Mira. Elle ne dit rien. Son avocat se leva et demanda, qui lui rendra sa dignité? Qui rétractera les fausses informations sur Gab? Qui présentera des excuses au bébé de 3 mois qui a failli mourir après avoir été jeté à la rue par sa mère? Le silence tomba. Le procès reprit. Mira monta à la barre, calme et déterminée. Je n'ai plus besoin de leur amour, dit-elle. Mais j'ai besoin qu'ils comprennent ceci, un enfant n'est pas débiteur envers les vivants. J'ai choisi de garder mon bébé, et maintenant je choisis de garder la vérité. Si cela signifie tout perdre, au moins je ne me perdrai pas. La salle retint son souffle. Pour la première fois depuis le début, Gab pinça les lèvres et sourit. Tard ce matin-là, alors que tout semblait réglé, une femme menue entra dans la salle d'audience. Ses cheveux argentés étaient tirés en un chignon soigné, des taches de vieillesse parsemaient son visage couvert de taches de rousseur. Son uniforme de gouvernante était froissé, mais ses yeux brillaient d'une lueur que Mira n'avait jamais vue auparavant, la détermination. « Je demande la permission de parler en tant que témoin volontaire », dit-elle d'une voix ferme. Le juge hocha la tête. La femme s'approcha de la barre. « Je m'appelle Elisa Martin », commença-t-elle. J'ai été la gouvernante de la famille du mari de Mira pendant plus de 12 ans. J'ai été renvoyée après les funérailles de Will pour avoir dit que je ne supportais pas leurs mensonges. Je suis partie sans un mot, et personne n'a eu de mes nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Elisa souleva un journal manuscrit. Ce jour-là,
j'ai entendu Lucille dire, il faut se débarrasser d'elle et du bébé. Si on doit inventer une histoire de trouble mental, tout ce qui compte, c'est de la faire sortir de cette maison. Le juge fit un rappel à l'ordre, mais Elisa insista. Des lettres ont été cachées, le courrier de Will détruit et Mira a été contrainte de fuir en pleine nuit. Je n'avais nulle part où révéler la vérité jusqu'à maintenant. Gab baissa la tête. Mira se mordit la lèvre. L'avocat du plaignant balbutia, mais le juge autorisa la suite du témoignage, promettant de vérifier chaque détail. Elisa fouilla dans sa poche et en sortit une clé USB, la main ferme. Claudette était assise en face d'elle, habillée élégamment, sans jamais jeter un seul regard dans la direction de Mira. « Tu as quitté la maison au milieu de la nuit avec mon petit-fils, commença Claudette, puis tu as sali notre famille dans les médias. Je ne l'ai pas simplement écrit, je l'ai enregistré. Il existe un extrait audio de ce jour-là. Dans celui-ci, Lucille chuchotait, faites-la sortir. Si elle porte plainte, diffamez-la. Croyez-moi, Internet la détruira avant même de se soucier des faits. » À la lecture de ce fichier, le silence s'est installé dans la salle d'audience. L'avocat de Mira s'est levé et a déclaré, « Nous demandons non seulement le rejet de la plainte, mais aussi l'ouverture d'une enquête officielle pour diffamation, abus de droit successoral et entrave aux droits de Mira Dawson. » En un instant, l'atmosphère est passée de tendue à étouffante. La famille du mari de Mira, Claudette et Lucille, ne parvenait plus à garder son sang-froid. Tandis que des images documentaires, des copies de transfert de propriété et l'enregistrement de la conversation téléphonique entre Lucille et un courtier véreux défilaient sur l'écran de la salle d'audience, l'atmosphère se glaça. Claudette, restée silencieuse tout au long du procès, se mit à trembler, son visage se vida de ses couleurs et son regard méprisant disparut. Lucille ne put se retenir. Elle se leva d'un bond et frappa la table du poing. C'est de la diffamation. Elle a tout inventé. Le marteau du juge frappa violemment. Mademoiselle Lucille, si vous ne pouvez pas vous contrôler, je vais devoir vous demander de quitter la salle d'audience. Un agent de sécurité s'approcha, Lucille retira son bras de son contact et sortit en trombe, marmonnant des jurons. Claudette ne dit rien, se contentant de baisser la tête, évitant le regard de tous. Finalement, le juge a annoncé une suspension d'audience pour permettre au jury de délibérer à huis clos. 2 heures plus tard, tout le monde est revenu et la salle d'audience est restée silencieuse. Le tribunal rejette toutes les demandes du plaignant. De plus, une enquête sera ouverte pour manipulation de biens et d'informations financières, conformément à l'article 143b de la loi sur la protection des héritiers légaux. Mira expira profondément, libérant le souffle qu'elle avait retenu pendant des jours. Elle prit la main de Gab, fermement fixée, ne tremblant plus. Gab la regarda et sourit, sans rien dire, la fermeté de sa main en disait long. Elle avait tourné la page. Elle n'était plus la veuve docile, courbée sous la honte, elle était une femme reconquise. Devant le tribunal, une foule de journalistes et d'équipes de tournage attendaient. Objectifs et micros braqués comme des lances, exigeant une réponse. Une journaliste d'une station locale s'écria, « Mademoiselle Mira, comptez-vous intenter une action en dommages et intérêts ?» Mira se redressa, braquée sur la caméra. Sa voix était calme mais résolue, « Je ne suis pas venue au tribunal pour me venger. Je suis venue pour réclamer la vérité. Ce que j'ai perdu ne se mesure pas en argent. Je veux juste vivre en paix et élever mon enfant dans la dignité et la confiance. » Elle marqua une pause, puis ajouta doucement, « Certaines blessures ont besoin de temps pour guérir. Je n'en créerai plus. » Derrière la foule, Claudette s'appuyait contre un SUV gris. Elle regardait son ancienne belle-fille, non pas avec amertume, mais avec une reconnaissance silencieuse et réticente. À côté d'elle, Lucille portait des lunettes de soleil noires, le visage crispé. Elle serrait son sac à main si fort que ses jointures blanchissaient, ses lèvres pincées en une ligne dure, un masque pour l'humiliation qu'elle ressentait. Noah se blottit dans les bras de Gab, les yeux à peine ouverts, levant les yeux vers sa mère. Mira se pencha pour lui caresser la joue pour la première fois depuis des mois, son sourire était plus qu'un simple bouclier contre la douleur. Il était entier, authentique, paisible. Gab se tenait juste derrière elle, heureux de rester à l'écart des projecteurs. Il avait déjà trop perdu, cette fois, il ne laisserait pas la vérité être à nouveau enfouie sous le silence. Une semaine plus tard, la une du Morning News publiait une photo de Gab Whittaker quittant le palais de justice, son bras protégeant Mira et leur bébé tandis qu'il se frayait un chemin dans la foule. Le titre audacieux disait « Le soldat autrefois mal jugé, aujourd'hui justifié par ses nobles actions ».
Plus bas, un article en 2 colonnes expliquait comment Gab avait soutenu Mira, une veuve rejetée par sa belle famille, depuis le moment où il l'avait trouvée avec son enfant au bord de la route jusqu'au jour où il l'a soutenue au tribunal. L'auteur de l'article, une journaliste qui avait autrefois remis en question le passé de Gab, n'a pas pu cacher son admiration cette fois-ci. Elle a souligné comment il avait porté l'enfant pendant des nuits glaciales, conduit Mira à ses rendez-vous médicaux et mobilisé le soutien sincère des médecins, des infirmières et des voisins du refuge. Il était autrefois un soldat marqué par la stigmatisation d'avoir quitté un contrat de conseil aux médias sous une administration précédente, a-t-elle écrit, mais la vérité n'a jamais eu besoin de bruit pour être entendue. Aujourd'hui, Gab Whittaker l'a prouvé en se tenant du côté de la justice aux côtés de ceux qui n'ont personne d'autre pour les défendre. L'article se termine en gras, tous les héros n'ont pas besoin de médailles, certains ont simplement besoin d'être vus pour ce qu'ils sont vraiment. La lumière matinale filtrait doucement à travers les rideaux de la chambre d'hôpital chaude maintenant, et non plus froide. Mira était assise près du lit de son enfant, caressant les cheveux soyeux du petit Noah qui dormait paisiblement pour la première fois depuis des semaines sans fièvre, sans réveil sanglotant. Une semaine plus tôt encore, elle avait cru devoir quitter la ville pour toujours. Désormais, le monde qui s'offrait à elle n'était plus une ruelle sombre au regard méprisant. C'était devenu un large chemin bien éclairé. Gab s'appuyait contre l'encadrement de la fenêtre, les manches de sa chemise blanche retroussées, une tasse de café fumant à la main. Il avait veillé toute la nuit pour aider Mira à classer chaque document, testament, témoignage, vieux courriel de Will avant son décès, et même les menaces secrètement enregistrées de sa belle-mère sur un vieux téléphone. Tout avait été soumis au tribunal dans les délais. Pourtant, l'audience de ce matin-là avait porté sur bien plus que des questions juridiques. Il était question d'honneur, de vérité, et de la façon dont une femme autrefois stigmatisée comme un fardeau revendiquait son droit à vivre dignement. Le palais de justice du comté de Jefferson était bondé. Les journalistes se pressaient devant la maison et la nouvelle de l'affaire s'était répandue sur les réseaux sociaux. Les premiers messages la qualifiaient de veuve errante et l'accusaient de s'accrocher à un soldat pour survivre. Mais la situation en ligne avait changé avec la diffusion de vidéos de Gab portant l'enfant dans un froid glacial et d'images de lui accompagnant Mira à ses rendez-vous médicaux. Un soutien sincère a afflué de la part des médecins, des infirmières et des voisins du refuge. Lorsque l'avocat de la famille du mari a présenté ses arguments d'acier, il a dépeint Mira comme quelqu'un qui avait failli à ses devoirs après le décès de Will et s'était emparé d'un héritage qui ne lui appartenait pas. Gab s'est dressé comme un mur de force entre Mira et chaque mot destiné à la faire honte. C'est moi qui ai pris en charge tous ses frais médicaux, a-t-il déclaré. Je suis témoin de tout ce qu'elle a enduré. Cette maison ne vaut pas plus que sa dignité. Pour la famille, la propriété comptait plus qu'une jeune mère élevant seule son enfant, mais pour le tribunal, ce n'était pas le cas. Puis les preuves furent exposées, une lettre manuscrite de Will, dont un extrait était adressé à sa sœur, « S'il m'arrive quelque chose, laisse la maison à Mira. Je sais que maman ne sera pas d'accord, mais c'est ce que je veux. » Cette lettre, autrefois cachée, avait été envoyée à Gab par la sœur de Will lorsqu'elle avait appris que Mira était traduite en justice. Alors que la salle d'audience était plongée dans un silence tendu, le juge rendit sa décision avec clarté et calme, cette maison était un héritage personnel conclu entre le défunt et sa femme. Toutes les accusations sont infondées. Le tribunal reconnaît son droit de résidence et de propriété, et ordonne la cessation immédiate de tout harcèlement de la part du plaignant. La salle exhala des soupirs épars et de légers applaudissements. Mira serrait son enfant contre elle, des larmes coulant sur ses joues mais elles n'étaient plus amères. C'étaient les larmes de quelqu'un qui venait de sortir du gouffre. Après le verdict, ils ne rentrèrent pas directement chez eux. Gab conduisit Mira sur une colline surplombant la ville, où un simple banc de bois était perché sur un petit lopin de terre à un endroit autrefois tranquille où il se rendait avec sa défunte épouse. Il ouvrit une petite boîte et en sortit une lettre usée par les intempéries et une simple bague. Elle a toujours voulu que je continue à vivre, dit-il doucement, mais il m'a fallu 7 ans pour me pardonner. Tu m'as fait croire que je pouvais recommencer, non pas pour la remplacer, mais pour continuer à vivre ensemble. Il ne la demanda pas en mariage, il ne prononça pas un « je t'aime » sentimental. Il prit simplement la main de Mira, plaça la bague dans sa paume et dit « Maintenant, tu peux te reposer. C'est mon tour. » Mira ne répondit pas tout de suite. Elle baissa les yeux vers sa main ou une main qui avait autrefois tremblé de froid, de peur, de honte. Maintenant, elle était chaude et stable. L'enfant dormait paisiblement dans ses bras, et Gab, l'homme qui était descendu d'un véhicule militaire ce matin-là, était assis à côté d'elle, silencieux et immobile. Des mois plus tard, la maison dont Mira avait été chassée fut restaurée.
Ils ne la vendirent pas et ne déménagèrent pas. Elle choisit de rester, non par attachement au passé, mais pour que son enfant sache où il était né et où il avait été sauvé. Chaque matin, Mira donnait des cours de cuisine gratuits aux mères célibataires de la communauté. Porridge, biscuits, soupe de maïs, des plats simples qui devinrent des instruments de guérison. On ne l'appelait plus la veuve qui s'accrochait à un soldat. Elle était simplement Mira, une mère, une femme autonome. Gab continuait son travail auprès des vétérans, mais chaque jour, après son service, il rentrait chez lui discrètement, sans tambour ni trompette, car il ne désirait qu'une chose, voir le sourire de Mira à la porte et entendre les rires de Noah résonner dans la chaleur de leur cuisine. Si vous lisez ceci, c'est que vous avez survécu. Vous n'êtes pas mort de froid, de désespoir ou du poids du jugement des autres. Un soldat s'est arrêté, et vous avez choisi de croire. N'ayez pas honte des jours où vous étiez fragile, ces jours-là vous ont rendu plus fort. Peut-être que la plus belle chose au monde n'est pas un miracle, mais une personne qui choisit de rester pour quelqu'un d'autre. L'histoire de Mira et Gab n'est pas seulement une question de justice, c'est un rappel discret que même si l'on est tombé, même si l'on a été mis de côté, il y a toujours une chance de recommencer, si quelqu'un vous regarde sans vous juger. Avez-vous déjà dû vous battre pour le droit de vivre dignement? Avez-vous déjà rencontré quelqu'un comme Gab, ou peut-être même été cette personne pour quelqu'un d'autre? Si vous vous sentez fatigué ou incertain en ce moment, rappelez-vous ceci, parfois, le plus petit geste de gentillesse peut être le début d'une toute nouvelle vie. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de l'histoire d'aujourd'hui. Vous allez bien? N'oubliez pas de bien manger et de vous couvrir quand il fait froid. Ici, vous n'êtes pas seulement un lecteur, vous faites partie de ce voyage rempli d'amour.